Fang Dong, de la capitale, était un lettré de talent réputé, mais sa nature fantasque le portait à négliger les convenances. Toute fille en promenade, aperçue sur son chemin, devenait la victime de ses impudentes assiduités. Un jour, c'était la veille de la fête de pureté et clarté, alors que le hasard de ses pas l'avait conduit au-delà des faubourgs, il vit passer une petite voiture de dame aux courtines rouges et aux stores brodés, escortée de plusieurs rangs de gens de maison. La suite allait l'amble. Il y avait dans le groupe une servante montée sur un poney. Elle était d'une superbe prestance. Comme il s'en approchait doucement pour la lorgner de plus près, il remarqua que les rideaux du véhicule s'étaient écartés. Y était assise une jeune demoiselle d'environ 16 ans, magnifiquement parée, d'une beauté resplendissante. Jamais, de sa vie, il n'avait vu si charmante créature. Ébloui, chaviré, fasciné à ne plus pouvoir la quitter du regard, il la suivit sur plusieurs lits, tantôt galopant en avant, tantôt trottant en arrière. Il entendit tout à coup la jeune fille appeler la servante et lui dire, quand elle fut sur le côté de la voiture, « Fais-moi le plaisir de baisser le store. D'où sort ce fou qui ne cesse de venir m'épier ?» La suivante s'exécuta et, se tournant vers le jeune homme, l'apostropha, indigné. « C'est la nouvelle mariée du 7e jeune seigneur de la cité aux hibiscus, et non comme une fille de ferme qu'un quelconque bachelier pourrait se permettre de reluquer effrontément. » Ceci dit, elle ramassa une poignée de terre dans l'ornière et la jeta à la tête du garçon. Aveuglé, il ne pouvait plus ouvrir les yeux. Quand il se fut essuyé et les rouvrit, voiture et chevaux lui parurent lointains, presque indistincts. Il retourna sur ses pas, alarmé et perplexe. Comme il se sentait incommodé aux yeux de façon persistante, il se fit examiner. La paupière soulevée, on s'aperçut qu'une petite taie s'était formée sur la prunelle. La nuit écoulée, le mal avait empiré au point que les larmes coulaient sans discontinuer. La taie grossissait. Elle atteignit en quelques jours l'épaisseur d'une sapèque. Sur la pupille droite, elle prenait la forme d'une spirale. Aucun des 1000 remèdes essayés ne produisait d'effet. Accablé de remords, prêt à en finir, le garçon ne songeait plus qu'au moyen de se repentir. Ayant appris que la soutra de la clarté pourrait le délivrer de l'épreuve, il s'en procura un rouleau et invita quelqu'un à lui enseigner la récitation, ce qui lui parut fastidieux au début, mais à la longue, il y gagna peu à peu un sentiment d'apaisement. Sans autre occupation du matin au soir, il ne faisait que réciter en maniant le rosaire, assis en posture de méditation. Au bout d'une année de pratiques assidues, étant parvenu à un état de détachement avancé, il entendit soudain venir de son œil gauche une voix fine comme d'une mouche. « Ce qu'il fait noir là-dedans. Un noir de lac, c'est à mourir d'ennui. » De l'œil droit partit la réplique. « Pourquoi ne pas faire un tour avec moi, histoire de se changer les idées ?» Fang sentit bientôt le chatouillement d'une reptation de chaque côté de son conduit nasal, suivi de la sensation de choses qui s'en allaient en sortant par les narines. Au bout d'une absence prolongée, elles étaient de retour et remontaient du nez à l'orbite oculaire. Un bon moment que je n'avais exploré le jardin.
reprit la voix. Les orchidées perlées sont toutes desséchées et flétries. Le jeune lettré aimait beaucoup l'orchidée odorante et en avait planté abondamment dans le jardin. Il avait l'habitude de les arroser lui-même chaque jour. Mais depuis qu'il avait perdu la vue, il ne s'en était plus inquiété. À peine avait-il surpris la conversation qu'il interrogeait sa femme. Pourquoi laisser les orchidées s'étioler et mourir de soif? Comme elle lui demandait d'où il tenait l'information, il lui en raconta la raison. Elle se hâta d'aller vérifier. Les plantes étaient en effet desséchées. Intriguée au plus haut point, elle attendit, cachée dans la chambre, et vit deux petits bonshommes, pas plus gros qu'un pois, sortir du nez de son mari. Ils finirent par franchir la porte en bourdonnant. Comme ils s'éloignaient, elle les perdit de vue. Un moment plus tard, ils rentraient bras dessus, bras dessous, et volèrent jusqu'à son visage, à la façon d'abeilles ou de fourmis ailées regagnant leur nid. Le manège se répéta ainsi 2 ou 3 jours de suite. Puis, Fang entendit l'homoncule de gauche reprendre la parole. Ce tunnel sinueux est bien incommode à nos allées et venues. Mieux vaut percer une porte. Ce ne serait vraiment pas facile. Mon mur est trop épais, rétorqua le petit bonhomme de droite. Je vais essayer de mon côté, répondit celui de gauche. Si j'y parviens, on se met ensemble. Le lettré sentit au fond de l'orbite gauche une sorte de gratouillis suivi d'une impression de déchirure. L'instant d'après, ouvrant l'œil, il vit distinctement les objets posés sur la table basse, nouvelle qu'il annonça joyeusement à sa femme. Elle l'examina. Une petite fissure déchirait la membrane opaque, à travers laquelle brillait la prunelle, tel un grain de poivre fendu. Le lendemain matin, l'opacité avait entièrement disparu. Une observation attentive révélait en effet une pupille double, tandis que la spirale opaque de l'œil droit restait en l'état. Fang comprit que les 2 homoncules logeaient sous la même orbite. Quoique borgne, le jeune homme y voyait dès lors bien mieux que naguère avec les 2 yeux. Il se conduisit dès lors avec une retenue plus grande que jamais, loué dans tout le canton pour son éminente vertu. Le chroniqueur de l'étrange. Un lettré du pays se promenait avec 2 amis, quand il vit passer au loin une jeune femme qui conduisait un âne. « Oh, la belle !» se mit-il à chantonner plaisamment. Se tournant vers ses compagnons, « Poursuivons-la, en chasse !» Ils s'élancèrent à bride abattue, riant les uns des autres. Elle fut rattrapée en un instant. C'était la femme de son fils. Dépité et rouge de confusion, le lettré restait muet, incapable d'articuler la moindre parole. Feignant l'ignorance, les amis s'appliquaient à évaluer les mérites de la fille en termes des plus crus. Au comble de l'embarras, le beau-père finit par balbutier. « C'est l'épouse de mon fils aîné. » Chacun doit rester là, en riant sous cape. Souvent, le volage se met de lui-même dans une situation qu'il est amené à regretter. Il n'est pire ridicule. Quant à la cécité entraînée par la poussière lancée dans les yeux, n'est-ce pas une forme de cruelle rétribution voulue par les dieux ou diables? On ne sait quelle divinité règne sur la cité aux hibiscus. Ne serait-ce point une incarnation de Bodhisattva?
Quoi qu'il en soit, en s'ouvrant une porte, leurs petites seigneuries ont fait la preuve que démons ou génies, si méchants soient-ils, n'ont jamais empêché quiconque de se régénérer.